Il a dirigé des chantiers comme le pont de Normandie ou le pont Vasco de Gama au Portugal. Il a ensuite repris les rênes de Vinci Construction. Ingénieur, constructeur, dirigeant, à 61 ans, Jérôme Stubler est aujourd'hui à la tête du groupe Equans. Assez peu connu du grand public, Equans est un nom que l'on voit peu. Pourtant, l'entreprise est partout. Chauffage ou climatisation de nos bâtiments, transport et stockage de l'électricité dans nos usines, en passant par la digitalisation de nos processus industriels. Créée en 2021 et rachetée par Bouygues en 2022, l'entreprise, qui est implantée dans une vingtaine de pays, réalise plus de 19,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde en 2024. Aujourd'hui, dans Civilisation, je reçois l'homme aux commandes de ce géant qui compte près de 90 000 collaborateurs dans le monde. Jérôme Stubler, le président d'Equans, répond à mes questions. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde ? C'est pas une équation simple. La curiosité, c'est essayer de chercher à chaque fois la limite de la connaissance. Moi, je suis pas du tout favorable au French bashing. Il faut y aller. Bonjour Jérôme Stubler. Bonjour Gaspard. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ma première question est un peu cash. Est-ce qu'il vous arrive d'être éco-anxieux ? Bien sûr, l'anxiété sur la transition énergétique, on doit tous l'avoir. En fait, c'est un enjeu majeur pour la planète. On se rendait compte que pendant des années, on a produit, on a construit, on s'est transporté sans contrainte. Et tout d'un coup, on nous dit, à la place de toutes ces équations économiques, hop, on rajoute une grosse inéquation. Attention les gars, il faut diminuer notre émission de carbone. Pour l'instant, pourquoi il y a une anxiété ? Parce qu'en fait, les chiffres globaux, mondiaux montrent que ça ne va pas dans la bonne direction. Il y a plein d'idées, mais il faut y aller. Ce que j'aime bien faire, en général, au début de ces entretiens, c'est de reposer les bases pour que celles et ceux qui nous écoutent, qui peut-être ne connaissent pas Equans et puissent avoir la même base que nous et la même compréhension générale de notre conversation et des différents sujets qu'on va aborder. Donc là, je vous propose, pour commencer, une première séquence où je vais vous poser quelques questions courtes auxquelles vous allez essayer de répondre en moins de 10 secondes. C'est pas toujours évident pour un grand patron. Ok. Deal ? Deal. C'est quoi Equans ? Equans, c'est une société du groupe Bouygues qui fait 19,2 milliards d'euros dans les énergies et services. Ça veut dire quoi ? C'est la contraction de équation et answer, parce qu'en fait, on estime qu'on apporte des réponses, answer, aux trois grandes équations, trois grands défis du moment, celui de la transition énergétique, celui de la transition digitale et celui de la transition industrielle. Vous dites souvent que vous êtes leader des services multitechniques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous regardez autour de vous, vous êtes dans un métro, vous êtes dans un bâtiment, vous êtes dans un musée, vous êtes dans toutes ces installations. Il y a des installations qui produisent de la chaleur, qui produisent du froid, qui sont capables, donc ça c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique, qui sont capables de faire fonctionner des systèmes électriques, l'éclairage, le moteur qui tourne, etc. Les systèmes de communication, l'Internet qui va être apporté dans les différentes pièces et la connexion de tout ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le multitechnique, c'est-à-dire tout ce qui bouge, tout ce qui est actif dans le bâtiment, les systèmes de transport, les usines, les centrales nucléaires, ont en fait, on appelle ça la multitechnique. Donc nos métiers, c'est d'être électricien, plombier, mécanicien, énergéticien, roboticien et informaticien de tout ça. Pourquoi on entend rarement parler ? On ne fait pas de B2C, on ne travaille pas pour les citoyens, on travaille pour les entreprises. Donc, on est relativement bien connu maintenant. On arrive à un niveau de notoriété dans notre monde qui est similaire à nos plus gros concurrents, alors qu'on n'a que 3 ans d'existence, sur les métiers de l'énergie par les professionnels de l'énergie, les professionnels de l'industrie, les professionnels du transport et les régions, les villes et les propriétaires de bâtiments. C'est quoi, vous, votre définition de transition ? C'est passer d'un état A à un état B. D'accord ? En général, pour l'améliorer. Transition énergétique, émettre moins de carbone par l'électrification. Transition digitale, avoir des systèmes qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas digitalisés, qui ne sont pas interconnectés, les digitaliser, récupérer de l'information par des instruments de mesure et être capable de fournir une information. Voilà. Transition industrielle, c'est réindustrialiser l'Europe et les États-Unis en ramenant des techs et en faisant des usines pour faire ces techs et moderniser les usines actuelles pour gagner en productivité. Nos dirigeants politiques et du privé ont-ils vraiment envie de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles ? Sortir des énergies fossiles, ça ne va pas se faire dans le cadre d'un mandat électoral. C'est pas en 5 ans qu'on sort des énergies fossiles. On sort des énergies fossiles sur 50 ans. Il faut comprendre qu'on a mis, en gros, un siècle, pour faire simple, de l'ordre d'un siècle pour construire tout le système d'énergie actuel. Donc on ne peut pas comme ça, en 25 ans, modifier et reconstruire tout le système énergétique pour décarboner l'intégralité. Donc il va falloir peut-être 25, 30, 40 ans. Ce qui est important, c'est d'y aller vraiment.
Et il y a des pays qui vont vraiment, des pays qui vont plus lentement. C'est une question de gouvernance politique. Jérôme Stabler, merci pour cette mise au point. Ça nous permet, je pense, d'y voir plus clair, de tous repartir avec les mêmes bases. J'aimerais quand même, parce qu'on l'a un petit peu évoqué, repartir de votre histoire hyper récente, vous l'avez dit. Equance a 3 ans, c'est extrêmement jeune. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une start-up? Pas vraiment. En général, on dit parfois d'une boîte qu'elle est une start-up dès lors qu'elle a moins de 5 ans. Vous définissez pas comme ça, j'imagine. En fait, on n'est pas une start-up au sens où certaines de nos entreprises ont pratiquement 200 ans. La première, elle est née en 1834. Oui, c'est ça. À côté, les énergéticiens en France... Et on parle de la transition énergétique, tout ça, ça va être compliqué, etc. Il faut voir que nos filiales ont fait des transitions incroyables. L'électrification du monde, l'arrivée du gaz, la sortie du gaz dans les systèmes d'éclairage, donc l'arrivée des télécoms, l'arrivée d'Internet. L'énergie, c'est ça, c'est des avancées progressives. Et pourquoi on considère qu'on est un peu une start-up? Parce que c'est extrêmement rare, en fait, de créer ex nihilo une nouvelle entreprise à partir de cette taille. Et on cherche à avoir une agilité, une capacité à interagir dans l'entreprise comme une start-up avec la puissance d'un groupe qui est capable de faire à plus grande échelle. Alors, évidemment, je dis que vous avez 3 ans. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque Equance, c'est une ancienne filiale d'Engie qui est dirigée par Catherine MacGregor, qu'on salue par ailleurs, puisqu'elle est passée par ce plateau aussi. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine MacGregor, si vous nous écoutez. Vous avez été racheté par Bouygues il y a 3 ans, en 2022, pour un montant de 6,5 milliards d'euros. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que ça change très concrètement? Nous ne sommes plus un bout d'Engie, nous sommes Equance. Nous sommes une société à part entière. Il y a un élément très important de fierté pour les collaborateurs, c'est que nous sommes maintenant core business de notre business. C'est-à-dire que nous sommes dans les énergies et services, on fait que ça, on est passionné par ça, on conçoit, on réalise, on maintient ce qu'on fait avec une réelle passion d'entreprendre pour de vrai. On fait pour de vrai la transition énergétique, c'est notre métier, et ça rend heureux nos collaborateurs d'être dans une société à eux qui s'appelle Equance. Jérôme Stabler, cet entretien, vous allez voir, il va être ponctué de quelques messages vocaux de nos abonnés. On leur a dit qu'on vous recevait et on voulait savoir s'ils avaient des questions pour vous. Ils souhaitaient s'adresser à vous sans filtre. Alors, je vous laisserai leur répondre sans filtre, évidemment, et sans langue de bois. Je vous propose de commencer par écouter le premier. Donc moi, je suis restaurateur sur Avignon. Et avec ma femme, récemment, on a acheté un petit appartement au-dessus du restaurant. Et un des gros sujets, du coup, actuellement, c'est l'isolation. Du coup, je commence un petit peu à me renseigner sur le sujet et franchement, tout est hors de prix. Je suis complètement perdu avec toutes les options qu'il y a. Et voilà, du coup, je sais absolument pas par où commencer. Donc, je voulais savoir comment je pouvais faire. Merci Fabien pour ta question qui concerne en vérité de nombreux Français sur l'isolation. Dans l'habitat, selon un sondage Ipsos de 2023, 48% des personnes interrogées envisagent des travaux d'isolation dans 3 à 5 ans. Comment est-ce qu'on fait pour que ces derniers aient une meilleure isolation énergétique sans que ça entrave leur économie? Il faut que Fabien raisonne en retour sur investissement. Oui, ok, il va falloir dépenser de l'argent parce qu'il faut faire de l'isolation. C'est pas très compliqué. Il faut isoler son toit, c'est-à-dire mettre de la laine de roche, 20 cm sous la toiture. Il faut isoler par l'extérieur ou par l'intérieur les bâtiments. C'est mieux par l'extérieur si on n'a pas un bâtiment en pierre de taille et qu'on peut modifier la façade. Ça coûte un peu d'argent, mais il faut raisonner en retour sur investissement. C'est-à-dire en combien de temps le gain énergétique va me payer cet investissement. Et effectivement, selon les maisons, on va tourner de 7-8 ans à 15 ans. C'est-à-dire qu'on va retrouver son argent si on considère que le prix de l'énergie va être le même dans les prochaines années, en 7 ans ou en 15 ans. Ce n'est pas un si mauvais placement que ça. Donc, il faut le faire. Il faut le faire pour soi-même, parce que c'est un bon placement. Et puis, il faut le faire pour la planète, parce que c'est un très bon placement pour la planète. J'aimerais qu'on passe désormais à une séquence que j'aime tout particulièrement et sur laquelle j'aimerais vous faire réagir. En fait, j'ai tapé Equance dans ma barre de recherche sur Google pour essayer de mieux comprendre ce que vous faites. Et voici ce qui est apparu en premier. Les premiers mots à côté à Equance, c'est intelligence artificielle. Alors, comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle au sein du groupe et est-ce que vous en faites un usage au quotidien? Oui, on fait un usage au quotidien de l'IA sur la manière dont on travaille, sur l'analyse documentaire, sur la capacité, par exemple, à apporter les modes d'emploi, les réponses sur les modes d'emploi à nos techniciens.
On est capable de faire la maintenance de quasiment tout. Vous pouvez imaginer qu'on ne peut pas se balader avec un catalogue, une encyclopédie de tous les systèmes, de tous les appareils. Donc, voilà, typiquement, l'IA nous aide à fouiller extrêmement rapidement dans ces systèmes-là. Des applications comme ça, il y en a des centaines directement dans l'entreprise. Et on a fait le choix d'ouvrir l'utilisation de l'IA avec des règles extrêmement précises à beaucoup de collaborateurs pour que les équipes gagnent en capacité à produire, à réfléchir, à s'informer avec l'IA. Toujours lié à l'intelligence artificielle, dans le secteur de l'énergie, on entend de plus en plus parler des smart grids, des réseaux intelligents d'énergie en français. Alors, à titre personnel, je vous fais une confession, j'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est ces smart grids? Alors, un smart grid, vous imaginez un réseau d'énergie, c'est quoi? C'est un truc qui produit de l'énergie. Alors, ça peut être, quand c'est une centrale à gaz, c'est facile. On va décider à quel moment on va produire de l'énergie. Quand c'est, par exemple, de l'énergie solaire, le soleil se lève le matin, tout d'un coup, la courbe de puissance augmente. Vous avez plutôt un plateau. Tiens, il y a un nuage qui arrive. Vous avez une chute de production d'énergie. Le nuage repart. Et puis le soir, ça diminue. Donc, vous pouvez comprendre à l'avance à peu près ce qu'il va y avoir comme énergie, mais vous n'êtes pas certain parce qu'il y a des évolutions dans la journée. La consommation, elle est à peu près définie par une courbe de consommation. Le matin, on se lève, on va allumer la lumière, puis ensuite, on arrive au bureau, et à peu près chaque jour, on a à peu près le même profil. Si on reprend un jour de la semaine, en dehors des périodes de vacances, on va retrouver à peu près les mêmes profils. Donc, pour faire matcher cette courbe de la demande et ces courbes de l'offre, il va falloir utiliser deux éléments, des énergies qui vont faire des compléments, par exemple les centrales à gaz vont venir faire les compléments, et aussi du stockage. Stockage de batteries dans lequel on va stocker de l'énergie dans des batteries, et on va déstocker cette énergie au moment où on en a besoin. C'est ça qu'on appelle un smart grid, c'est-à-dire un dispositif qui va être capable d'utiliser l'énergie de manière à faire en sorte que l'offre et la demande correspondent. Alors ça peut se faire à l'échelle de l'interconnexion de pays. Ça peut se faire au niveau d'un pays, ça peut se faire au niveau d'une région, ça peut se faire au niveau d'une ville, ou ça peut se faire même au niveau d'une entreprise et qui va, par exemple, dire « Moi, je veux être au maximum en autoconsommation, je mets des panneaux solaires sur mon bâtiment, je mets mon stockage de batterie et je vais faire en sorte d'être quasiment autonome une grande partie de la journée, mais par exemple, je vais pas consommer d'énergie le samedi et le dimanche, et donc je veux remettre sur le réseau mon énergie. On a des clients qui demandent des petits smart grids ou des gros smart grids. Le deuxième résultat qui apparaît quand on tape Equans sur Google, c'est Equans Green Heat Module. Green Heat Module, j'avoue, là j'avais vraiment, mais alors jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est exactement ce Green Heat Module? Je viens de vous expliquer ce qu'on fait sur le smart grid électrique. Là, je vais vous dire un truc que personne n'utilise comme terme. Allez-y. Le smart grid thermique. Alors, c'est quoi? C'est une boîte dans laquelle on met des petites briques. Il y a 500 trous dans une petite brique. 500 micro-trous. Et en faisant ça, on va souffler de l'air chaud dans cette petite brique, et cette brique va chauffer. Et quand on a besoin de récupérer cette chaleur, on va renvoyer de l'air froid qui va être chauffé par la quantité de chaleur qui est dans la brique, et on va sortir de l'air à 400 degrés qui va réchauffer le processus. On a fait une batterie thermique. Le troisième résultat qui apparaît quand on tape Equans, c'est emploi. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On parle de quoi? De la création de nouveaux emplois? Vous embauchez beaucoup plus que d'autres? On embauche de l'ordre de 10 000 personnes tous les ans. Comment est-ce qu'on fait pour rester à la page et avoir toujours ce haut niveau de connaissance au recrutement? L'humilité, la curiosité. La curiosité, c'est essayer de chercher à chaque fois la limite de la connaissance. C'est une question de curiosité. Elle est où la limite de la connaissance? Et puis, la structurer, la franchir ou pas. Et l'humilité, c'est de se dire que on ne sait pas grand-chose et qu'il faut apprendre. Comme tout à l'heure, j'aimerais vous proposer d'écouter la question, cette fois-ci d'une abonnée qui nous a laissé un message vocal. On va l'écouter. À écouter l'opinion générale, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Les Pays-Bas font mieux, les Allemands font mieux, les Danois font mieux dans la décarbonation de l'industrie. Pourquoi on n'y arrive pas en France? Pourquoi on n'y arrive pas en France? Alors, j'aimerais préciser, vous avez participé à l'édition 2025, je crois, d'un salon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Change Now, à Paris, qui a eu lieu en avril dernier au Grand Palais, et vous y avez exposé les résultats d'un sondage sur la décarbonation de l'industrie dans 5 pays européens.
Et ce qu'on peut y lire, c'est que d'un côté, 94% des industriels européens estiment que la décarbonation est compatible avec leur activité, mais moins de la moitié des entreprises européennes, 43% pour être exact, ont concrètement déployé des actions de décarbonation. Et alors, on peut se dire c'est déjà très peu, mais le pire, c'est que dans tout ça, c'est qu'en France, on est encore pire, on est les cancres de cette histoire, puisque c'est seulement 36% des entreprises qui auraient concrètement déployé des actions de décarbonation. Comment se fait-il que on soit encore un peu en retard là-dessus? Si vous regardez la météo, il fait froid dans les pays du Nord, il fait plus chaud chez nous. Donc quand vous êtes dans un pays froid, il faut plus de collectifs. Depuis la nuit des temps. En Scandinavie, il fallait se serrer, s'organiser pour avoir chaud. Et donc, quand vous êtes en Hollande, il fallait contribuer tous ensemble à construire une grosse digue avec l'argent de tout le monde pour être capable de générer des terres. Tout ça, ça a créé du collectif, ça a créé la capacité à avoir une gouvernance où c'est le collectif qui va faire en sorte de pouvoir vivre mieux. On l'a fait en France. Quand vous dites collectif, c'est particulier, privé, gouvernement. Oui. 96% des bâtiments neufs aujourd'hui ou des bâtiments en rénovation en Hollande sont faits avec un système de pompe à chaleur géothermique avec stockage d'énergie qui divise par 5 ou par 6 la consommation d'énergie des bâtiments. Mais si on regarde les statistiques aujourd'hui, selon un récent sondage Ipsos, 69% de la population mondiale dit se sentir impuissant et considère que c'est l'affaire des gouvernements et des privés. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde ? C'est pas une équation simple. 2025, 2035, 2040, c'est le monde des entreprises. Peut-être que les citoyens vont suivre. Les citoyens, pour l'instant, ils n'ont peut-être pas encore la maturité. Qui accepte de dire je vais diviser par 5, par 10 mon nombre de voyages en avion? Qui accepte de dire je vais modifier de manière profonde ma manière de consommer? En revanche, les citoyens peuvent faire énormément de choses avec peut-être une réduction d'un ordre facteur 2 de leur émission de CO2 avec des gestes simples. Vous croyez à cette politique du petit pas, des petits pas, comme on dit parfois? Bien sûr, c'est plein de petits pas. On a gaspillé l'énergie parce que l'énergie était pas chère. Vous prenez, par exemple, une maison qui a un simple vitrage. Si vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez mettre un double vitrage. Ça va se payer en quelques années. Si vous n'avez pas cet argent-là et que vous êtes locataire, vous mettez un film de polyane déjà sur la vitre. Ok, c'est moins joli. Mais l'hiver, vous faites ça, vous allez réduire de 20 à 30% la chaleur qui va partir par la fenêtre en simple vitrage. Un fil qu'on met sur sa fenêtre. Parce que moi, je suis locataire, je ne savais pas. Voilà, parce que vous mettez un petit film, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer une petite lame d'air de 3 cm, mais cette lame d'air, elle ne peut pas partir parce qu'elle est confirmée, elle est confinée derrière votre polyane que vous avez mis. Et donc, l'air, c'est assez isolant. Et vous allez créer un isolant fixe à ce moment-là, qui ne peut pas se barrer. Alors, je savais que j'allais recevoir un grand patron. Je ne m'attendais pas à avoir un détail aussi pratique de vie. Merci pour ce conseil que vous pouvez donc appliquer chez vous. Et là, je peux vous assurer que si tout le monde met son polyane, là, on va avoir une baisse de la consommation énergétique en France salutaire. Je vous propose maintenant, si vous voulez bien, de défendre l'indéfendable. Vous allez voir, le concept, il est très simple. Je vais commencer une phrase et je vais vous laisser la terminer. Vous allez voir, c'est volontaire. La phrase démarre très mal et c'est à vous qu'il convient de faire en sorte qu'elle se termine un peu moins mal qu'elle a commencé. On va essayer. Allez, on y va. Première phrase. La transition énergétique, c'est bien beau, mais bon, il faut quand même... y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. En fait, c'est une question de conviction. Il faut vraiment y aller. C'est-à-dire que les solutions technologiques, elles sont là. N'attendez pas demain des innovations fabuleuses. On a tout aujourd'hui, donc il faut y aller. La sobriété énergétique aujourd'hui, c'est vraiment l'argument pour... Consommer moins. La meilleure énergie, la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. La sobriété énergétique consiste déjà... Je vous donne un exemple. Vous prenez un bâtiment classique. Ouais. Il est comme il est. Il est fuyard ou pas énergétiquement. On met un système de régulation d'énergie qui va permettre de ne pas gaspiller l'énergie, de faire en sorte que l'été, il fasse 25 degrés dans les bureaux, et que l'hiver, il fasse 18, 19 ou 20 si sur l'étage, on va réduire, on a plein d'exemples dans lesquels on réduit tout de suite de 20 à 30% la consommation d'énergie. Quand on prend ces bâtiments-là, le retour sur investissement, il est de quelques mois. La première année, c'est payé. Tout le système qu'on met en place pour le faire, c'est payé. La détection aussi des collaborateurs. On met des capteurs infrarouges pour voir si les gens sont là.
On n'est pas en train de savoir qui est là, on est en train de compter les gens. Quand vous êtes dans une pièce, chacun, là, on émet des watts par notre présence, par notre corps qui émet de la chaleur. On prend ça en compte dans le calcul et on modifie la manière dont on va mettre une puissance de froid ou de chaud en fonction de l'été et de l'hiver. Tout ça, ça apporte des économies d'énergie et c'est de la sobriété énergétique parce qu'on consomme moins. Il y a plein de solutions technologiques et aujourd'hui, c'est des térawattheures d'énergie qu'on peut sauver en France si on le fait. Jérôme Stubler, j'avais envie de clore cet épisode en refermant un petit peu la boucle, puisqu'on s'est parlé d'éco-anxiété, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a un petit moment déjà, au début. Ipsos a sorti un sondage qui indique que 26% de la population mondiale est découragée face aux enjeux climatiques. Comment est-ce qu'on fait pour changer l'état d'esprit de ces un quart de la population mondiale qui se sent complètement découragée et dépossédée en matière de solutions pour le climat? Moi, je dis toujours, il y a les 20, 60 et 20. Il y a les 20% qui veulent tout de suite le faire. Parce qu'ils ont compris, ils veulent le faire, ils veulent être les premiers de la classe, ils veulent y aller, ils veulent avancer. Il y a 20% qui se disent « Ouh là là, ça modifie complètement mon truc. » Et ils sont défaitistes dans tout changement, ils ne veulent pas y aller parce que ça modifie leur confort, ça modifie leur usage. Et aussi, ils se disent « Mais c'est en train de remettre en cause des éléments auxquels j'ai cru pendant des années, j'ai travaillé comme ceci, il faut que ça change ma méthode. » Et puis, il y a 60% qui attendent que les autres bougent. Et le rôle consiste à faire en sorte que ces 60%, ils suivent les premiers 20% et pas les derniers 20%. Hein, on traitera, voilà. Donc pour ça, il faut s'occuper justement des 20% qui ont du mal à convaincre. Et pour ça, il faut expliquer le pourquoi. Il faut expliquer le pourquoi de la transition énergétique. La Terre, c'est une boule dans laquelle il y a encore beaucoup de chaleur, d'accord, qui est générée. Cette chaleur, elle sort progressivement de la Terre et elle part dans l'atmosphère. Et la Terre, c'est aussi énormément de chaleur qui arrive du Soleil. Et cette chaleur, une très très grande partie, repart dans l'espace par rayonnement. D'accord ? Un rayonnement qui arrive et il y a beaucoup de rayonnement qui repart. Et il se trouve que notre petite activité humaine a perturbé la manière dont le rayonnement repart. Et donc, il faut faire cet effort qui n'est pas énorme, qui consiste à modifier la quantité de CO2 qu'on réémet dans l'atmosphère. Et pour ça, bah oui, c'est des changements d'usage, c'est des changements d'investissement qu'il faut faire. Il faut regarder un peu plus large que son nombril et faire en sorte de faire ces investissements pour soi-même, même si le retour sur investissement, il est un peu long, mais surtout pour le collectif et la planète. Il faut penser un peu plus large que soi-même dans son usage et ses investissements. Merci Jérôme Stubler d'être venu à ce micro, d'avoir répondu à mes questions. Peut-être vous avez un message pour les jeunes qui nous écoutent. Est-ce que vous recrutez chez Equance ? J'ai cru comprendre que oui. On recrute beaucoup chez Equance et vous aurez, si vous voulez nous rejoindre, des vies passionnantes. Et considérez pas que vous n'avez pas la qualification, que vous n'avez pas le diplôme, que vous n'avez pas, etc. Ce qu'on va regarder, c'est votre volonté d'agir et votre comportement, l'humilité et la curiosité qui vont vous permettre d'apprendre. Humilité et curiosité, on aura retenu ça au moins et j'espère au minimum ce conseil pratique. Et évidemment, l'activité d'Equance qui, en tout cas pour moi, est beaucoup moins abstraite désormais. Merci beaucoup Jérôme Stubler d'être venu à ce micro. Merci à vous d'avoir écouté cet entretien. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater de prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien. Salut!